On commencera cette conversation qui va finalement porter surtout sur la question de l'éducation à l'image et la construction des publics en Afrique et le lien donc de ces cinémas, ces différentes cinématographies africaines indépendantes qui font l'objet des projections pendant ce festival et la relation avec les publics à la fois locaux et internationaux. Et pour commencer, je voudrais donc essayer de connecter ces deux films au travail de Stanley et au festival qu'il organise depuis plusieurs années. On y reviendra dans un instant. 3 points de ces films qui me semblent intéressants de souligner ici. Dans le premier, l'idée d'un regard autoréflexif qui émerge dans Nollywood, qui nous permet en fait de regarder à cette industrie autrement, quelque chose qui est en train de se faire en fait à l'intérieur de Nollywood, donc un regard différent, réflexif à sa manière, qui prend des distances, qui est aussi un peu ironique par rapport à l'esthétique classique, mélodramatique de Nollywood. La question qui est chère à Stanley de l'accès à l'industrie et de qu'est-ce que c'est de pouvoir travailler éventuellement dans cette industrie des rêves qui est devenue Nollywood. Et finalement, par rapport au deuxième film, la question qui est aussi importante à la fois dans le travail de Stanley en tant que réalisateur, mais dans la transformation de cette industrie aujourd'hui, la rencontre entre des genres, disons, filmiques standardisés, le film d'horreur par exemple ici, mais le film de science-fiction ou la comédie romantique, et avec une tendance émergente de plus en plus forte à essayer de retrouver un lien aussi avec le Nollywood d'avant, disons, et des formes à la fois esthétiques et aussi des formes des mythologies ou de légendes ou des formes de cosmographie qui puissent ancrer ces genres de manière plus forte localement. Donc, can you translate a bit to Stanley? A little bit in the process. Oh, I was just. Let me just. No worries. I was just Stanley connecting the short films to your work and our discussion now, underlining how I had introduced the fact that this program was imagined with you for today, and the fact that in these 2 films in particular, we see, at least in my opinion, coming up at least 3 elements that are allow us to look at Nollywood today in a way, of cinema in Nigeria, and also at your work and what is represented in your festival, which is one is a sort of auto-reflexive look at Nollywood, like the way Nollywood itself and filmmakers within Nigeria look at the industry and what is happening in a reflexive way, also at times with mockery, like in the film at one point they say, look, we came to this bad film, but and sort of the melodramatic side of some Nollywood films, at the same time establishing a sort of play of difference toward this genre. The issue of access, which is central in your work and which is central in this first documentary, how people and newcomers can enter or not the industry. And finally, the issue of genres, film genres, and the way they are being picked up again in Nollywood today, in the Nigerian film industry. Let's say international film genres like the horror film or sci-fi film, and how there is a new drive, which is also very present in your work. We were having a discussion just before the beginning on Afrofuturism, on the need of connecting these genres to also local cosmogonies and ways of legend, rumors, so as a way of creating a sort of new approach to filmmaking for the future of the industry. But so these are drives that I think you might, maybe to start with, you might comment upon, and then we can come to your work as a film director and a film festival organizer. Bonsoir. Okay, so my name is Stanley Yohigwari. And, Je traduis à partir du moment où vous en aurez besoin, peut-être pas juste pour la présentation. Donc Stanley. I'm a trained fine artist and a filmmaker, and everything I do as a filmmaker, it's owes to my background as a fine artist.
Donc c'est à la fois un réalisateur, mais ce qui est intimement lié effectivement à son activité d'artiste, de créateur. Voilà. And so, when we came up with our festival in 2016, we needed to be very clear what we wanted to achieve. We didn't just want to fill the space with just another festival. We knew there had to be something unique about what we were bringing on board. Donc festival créé en 2016 avec l'idée qu'il fallait non pas simplement remplir un blanc, mais plutôt avoir une présence originale, une proposition nouvelle par rapport à ce qui existait. And beyond the style and representation, we knew the first thing we needed to fix was the issue of equity, because we realized that if people don't feel like they can mingle and they can talk to each other and they can do things together, then there's actually no growth. Alors l'idée c'était effectivement que il fallait se concentrer surtout sur l'idée d'égalité, voilà, et que si c'était pas un lieu où les gens pouvaient se rencontrer, se connecter, ça n'avait pas tellement de sens de monter un nouveau festival. So when we started, we focused, even though we get submissions from around the world and from both established filmmakers and first-time filmmakers, we knew we wanted to focus on developing new filmmakers and emerging filmmakers. Donc au début, effectivement, il y avait dès le début des propositions qui ont été faites par des réalisateurs connus, mais l'idée c'était effectivement de créer un espace qui permettait à de nouveaux réalisateurs de se faire voir. So the two films we just saw now were made by first-time filmmakers. The first film they've made in their entire lives, the two of them. Donc il s'agit, les deux films que vous avez vus sont des premiers films dans les deux cas. But then that's as a result of the fact that they've been attending the festival since 2016 and taking part in the master classes. And I must say that the festival that we run is not one that is sponsored by the government or any institution. It's a festival, like we say, for filmmakers, by filmmakers. Il s'agit d'un festival qui est vraiment fait par des réalisateurs, pour des réalisateurs. So we focus on teaching new filmmakers how to create content that are authentically African but internationally acceptable. Donc l'idée, c'est effectivement, par exemple, à travers des ateliers, de permettre à des réalisateurs de faire des propositions artistiques qui sont à la fois essentiellement, fondamentalement africaines, mais qui sont aussi acceptables, recevables dans le monde entier. So with that, I'll jump to one of the points you raised. Short films are very important to us in Nigeria, especially for young and upcoming filmmakers, because they do not have the kind of budget to make a big film and put in the cinemas. And even if they had that kind of budget, because they don't have a name yet, they will find it hard to sit on the table with the distributors to accept their films to put in the cinemas. Donc le choix du format, des formats courts, c'est lié essentiellement au fait qu'il s'agit de problèmes financiers. Ce sont des jeunes réalisateurs qui n'ont pas forcément les budgets pour pouvoir s'asseoir à la table de négociation avec les distributeurs pour négocier des contrats, d'où le choix du format court. So in trying to fix that problem, I put myself on the pedestal, and that's exactly the story of my own career. The moment I realized I was a trained fine artist, then I started doing animation, and I said, okay, let me start making live action movies. But I started with short films, and then I started putting them on the internet, and people thought maybe the first one was a fluke. Then the second one, okay, maybe it's a fluke. And then the third one, and they realized that, yes, he knows what he's doing. And then I got the recognition I needed. Donc Stanley s'est inspiré pour monter ce festival de sa propre expérience, qui a consisté d'abord à faire des courts-métrages, à les poster sur Internet. Le premier était plutôt raté, le deuxième était plutôt raté, et puis peu à peu, effectivement, il a réussi à obtenir une forme de reconnaissance auprès à nouveau des distributeurs et des circuits commerciaux. So we essentially tell filmmakers to make films by all means. Donc essentiellement, ce qu'on leur apprend aux réalisateurs, c'est de faire un film à tout prix. And I can assure you that if I had come here with like 5 extra filmmakers from Nigeria, you would have been watching a finished film by today. Pardon, j'ai pas compris le début. Sorry, I didn't get the beginning of your sentence. I said, I can assure you, if I came here with maybe 5 other young filmmakers from Lagos, by now, maybe we'll be presenting a film that they've shot. Okay. You mean during the period? That's how fast and how anxious they had to work. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, si par exemple il était venu avec 5 jeunes réalisateurs nigérians, en fait, à la fin de la journée, on aurait pu vous montrer les 5 films qu'ils auraient réalisés. Voilà, ils ont l'habitude de travailler très vite. Because the average Nigerian has a lot of drive and he always has a story in his mind. So the moment he sees what can make that story happen,
he takes advantage of it, and he makes the story happen. So essentially, we are not people who sit and wait for things to happen. We actually just go out to make things happen. Il y a le Nigérian de base a une forme d'énergie. Stanley utilise le mot de drive, voilà, qui fait que ils veulent réaliser les choses. Voilà, ils sont dans la création. So, but we realize that even though we might be giving young people the opportunity to make this kind of arty films that are not necessarily commercial films, we also realize that when we make them love this kind of movies, and the only place they can get the chance to show it is at the festival. But then after a couple of years showing it at the festival, they will need to make more money to make more films, which brings us to the next part of what the question he asked, the distribution of these movies. Donc l'idée, c'est effectivement qu'ils peuvent produire des films artistiques, arty, voilà, avec une dimension artistique, mais qu'à un moment ou à un autre, effectivement, il faut passer à l'étape supérieure et entrer un peu plus dans le circuit commercial. And talking about distribution, I'm not just referring to just the short films, because many of these guys have gone ahead to make short films into feature films and all of that, but still, these are not the kind of movies that the average Nigerian moviegoer will go and see. They want to see comedy, they want to see all the slapstick stuff where people talk a lot. Alors l'idée, c'est que la plupart de ces réalisateurs, effectivement, ensuite ont fait des longs métrages, mais enfin, en réalité, le genre de film que vous avez vu, c'est pas tout à fait ce que le public nigérian veut voir. Il veut plutôt voir des films d'action, des films un peu mainstream. So that takes us to the next point, which is why we realized that it would be important for these young filmmakers to be able to co-produce with people from other places. Et du coup, de ça est venue l'idée que pour ces jeunes réalisateurs nigérians, il fallait mettre en place une structure qui leur permettait de rencontrer d'autres réalisateurs d'autres pays. Because apart from the exchange of culture that will happen, it also opens up the opportunity for the works of the filmmakers from wherever they are co-producing to be seen in Nigeria, and the works of the Nigerian filmmakers to be seen in diaspora. Donc il y a à la fois bien l'idée d'échange culturel entre les différents pays, mais aussi la possibilité pour des réalisateurs nigérians de montrer leurs films à l'extérieur, à l'étranger, mais aussi des films d'autres pays qui peuvent être montrés au Nigeria. So right now there are three basic types of films you see in Nigeria. There's the one you've always known, that everybody says is low quality, quickly done, not too much high production value. Those films still exist. And they are successful because they found a niche market. Donc au Nigeria, il y a un peu trois genres de films qui existent. Il y a en gros les films que tout le monde a déjà vus, d'assez mauvaise qualité, mais qui finalement fonctionnent plutôt bien parce qu'ils sont dans des niches en quelque sorte. And on the chain, I believe they are making more money than a lot of people because they just control a large viewers. Nigeria is more than 250 million people. And those guys always have the people that they service. And you and I might think, even I don't like those movies, but you can't deny the fact that they have good viewership because Nigerians who don't live in Nigeria want to see those movies. And they are not looking at those movies because they want to see something that is very good. They just want to connect with their roots. Alors en fait, c'est des films qui fonctionnent très bien, y compris d'ailleurs auprès des Nigérians qui n'habitent plus ou pas au Nigeria, parce qu'effectivement, ça leur permet de se connecter en quelque sorte avec le pays. Mais vu la taille de la population du Nigeria, il y a de toute façon toujours un public pour ce genre de film. So that aspect is thriving as we speak. Et cette dimension-là est particulièrement florissante en ce moment. So the next phase is those who make movies for theatrical release. And those people like us who make high quality movies, great production value, high artistry and everything, good sound, good color, lighting, design and everything. And it ends up in the cinema. And luckily, the chain has worked in such a way that most movies that go to cinema already begin to have access to go into OTT and VOD and SVOD platforms. So that is also working for those who are focused on that aspect of the industry. Alors il y a aussi donc des cinémas d'une haute qualité artistique avec une belle photographie, le son, voilà. Et ce cinéma-là, effectivement, il est florissant aussi. C'est des films qui sont faits pour les salles de cinéma, mais qui ont en plus accès maintenant aux plateformes de diffusion. Et donc ça leur assure bien évidemment une visibilité importante. And it's so successful that in the midst of a lockdown, a Nigerian movie made over 250,000 euros. In the midst of a lockdown. Et cette branche-là est tellement preuve qu'elle est florissante, c'est qu'effectivement, même au milieu de la pandémie, c'est ce cinéma-là qui a dégagé 250 000 euros
No, viewers. Oh, viewers, sorry. Euros, like euros. amount, Euros. yeah. Okay. So that's about, they made about 300, that's even more. They made like 300 million naira. Oh, wow. The movie was called Omogeto, and it's comedy as usual. Okay, you were talking about one film in One particular. film Okay. during the lockdown Okay, and the name is, made sorry? Omogeto. Omogeto. So it's comedy, and it was brought out when everybody thought nobody's going to the cinemas. D'accord. And even with that, it still made that much money. Because donc, again, just like the very local movies have their audience, the people who go to the cinema, the middle class, that audience is there too. And that is also thriving. D'accord, donc il y a effectivement aussi un public qui va au cinéma et donc Stanley mentionnait un film en particulier qui avait fait effectivement 250 000 euros de bénéfices, y compris en période de confinement. And the model for the cinema, the model for the commercial cinema, as I'll call it, was actually borrowed from the very local ones we talked about, where you create like an ensemble cast. So many popular actors, popular musicians, popular social media influencers, put them in one movie, and because of their different influences, their followers will come and see the movie, and the movie is a success. So it's a pattern that works for every producer who goes that way. D'accord. Et donc le schéma qui est suivi par ce genre de film, c'est effectivement rassembler toute une équipe d'acteurs, d'influenceurs, des gens connus qui ont tous leur zone d'influence et qui, tout ça étant aggloméré, fait que ces films-là sont particulièrement dynamiques et vus. And maybe you guys should try it in Bordeaux. Et peut-être que vous devriez essayer ça à Bordeaux aussi. Okay, then finally, there's the guys like us who, even though we still do films that go to cinemas, we are too artistic to condescend to the level of just making slapstick comedy that don't have any deep meaning or philosophy. Et alors après, il y a donc la troisième catégorie, des gens comme Stanley, qui, il le dit avec humour, vous l'avez entendu, ne veulent pas condescendre à faire des films comiques sans aucune réflexion, sans aucune portée philosophique. And where all those guys rush to is still the festivals. Because now we've created a community of people who appreciate films like this. And there's nothing that a filmmaker loves more than to see people who appreciate the work he's doing. And the only place where such filmmakers who make auteur films and art house films can find people who appreciate their works is at festivals. But the challenge now is that beyond the scene and the appreciation and the recognition, these guys need to make money, and then we need to have very serious conversations about distribution. And at this point, I'll leave this distribution part to the person who will talk about distribution. Thank you very much. Et donc la question, enfin, le lieu idéal pour des réalisateurs comme Stanley, ce sont les festivals, voilà. Parce qu'effectivement il y a une rencontre et une appréciation voilà, auprès du public, mais la question c'est bien évidemment de l'enjeu de la distribution, des enjeux commerciaux au-delà de la projection lors des festivals, et Stanley ouvre la discussion sur cet enjeu de la distribution. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stanley, tu as très bien traversé toutes les thématiques qu'on voulait aborder. Donc effectivement, on prend notamment la dernière partie de ce que tu dis pour passer à notre deuxième invité, Franck Dema, qui est organisateur d'un festival de courts-métrages, notamment au Cameroun depuis 16 ans. Depuis 2004. Donc c'est un festival qui a vraiment une histoire, et un festival voilà, de court-métrage, donc d'un format qui, disons par définition, n'est pas forcément le format le plus commercial, mais qui a une importance particulière dans l'émergence de nouvelles voies artistiques. Alors, Franck, justement, pour reprendre un peu ce que Stanley disait, d'abord un petit peu une réflexion de l'importance des festivals comme lieu pour la création de public, pour la formation de public, et aussi ton point de vue, voilà, au-delà du monde nigérien que Stanley nous a aidé à connaître un peu. Toi, tu travailles au Cameroun, qui est près du Nigeria, mais voilà, c'est un autre contexte. Et donc, l'importance du format court-métrage dans ce contexte-là, et pourquoi ton choix, depuis le départ, d'insister sur ce format-là. Oui, après, bonjour tout le monde. Après la définition de Stanley, déjà, le Nigeria, c'est un grand pays. Et puis quand vous voyez Stanley, vous comprenez aussi qu'il est grand. Donc, la corrélation est vite faite. Comparativement au Nigeria, we are so small, you know. So,
Alors, l'idée de la mise en place du festival de court-métrage au Cameroun en 2004 venait du constat, après avoir regardé un peu tout le développement de la sous-région des films qui étaient diffusés dans nos télévisions nationales, c'était une forme de combat. C'est-à-dire que les télévisions nationales, en fait, n'achetaient pas les produits locaux. Et le prétexte était que les films locaux, en fait, les réalisateurs locaux n'étaient pas formés et qu'ils ne maîtrisaient pas vraiment ce que c'est que le court-métrage. Donc on s'est dit, avec Mérimée Padja, le premier délégué général de l'association Sud Plateau qui organise ce festival, qu'il serait temps de donner des outils de formation aux jeunes réalisateurs, de les former dans tous les différents compartiments du cinéma, et qu'ensuite on mette en place un festival à la fin de l'année pour présenter en fait les travaux qui ont été faits. Donc nous avons commencé cette année en 2004. Nous avons été soutenus jusqu'à l'heure actuelle par l'Institut français de Yaoundé, qui faisait venir des experts des services de coopération de l'ambassade de France, parce qu'il faut préciser aussi que l'association Sud Plateau avait un magazine qui s'appelait Sud Plateau, qui parlait uniquement du cinéma, qui parlait de développement du cinéma, qui donnait des informations sur les festivals gratuitement, et qui était financé par le service de coopération de l'ambassade de France au Cameroun. Ensuite, on a obtenu un partenaire avec le Goethe Institute pour avoir aussi deux formes de formation, deux formes d'école, à savoir française et allemande. Après, on a développé les partenaires avec Bristol University pour avoir aussi le travail anglo-saxon. Parce que, comme vous savez, le Cameroun a été colonisé par les Français et les Anglais. Donc, c'est deux systèmes de formation totalement différents. C'est le système francophone et le système anglophone, dans ne serait-ce que les droits, ne serait-ce que la mise sur pied, le développement du cinéma est vraiment totalement différent. Aujourd'hui, on a des films qui sont pris par Netflix, mais ce sont des films qui viennent du côté du Nigeria, de l'Ouest Cameroun, du côté anglophone. Les francophones sont beaucoup plus littéraires sur la constitution des dossiers, tandis que les anglophones, c'est people what they are doing, they know what they say. Donc c'est un peu le développement que nous avons au Cameroun. Alors, nous partons donc de cet objectif-là, de pouvoir former des réalisateurs, des producteurs, des scénaristes, des scripts, pour pouvoir donner cette ouverture-là, faire des films de qualité, et ensuite se poser en contrepoids sur les télévisions nationales en disant vous avez l'obligation, de par la loi, d'acheter des films camerounais, locaux d'abord, ensuite de voir ce qui est étranger. Et pour ça, il fallait nécessairement que les films soient de bonne qualité pour pouvoir vraiment être en porte-à-faux contre ce qu'ils disaient. Après, nous avons ouvert sur le plan international à partir de la 6e édition. Je tiens à préciser que le Festival Yaoundé Toko, c'était vraiment le seul festival qui était consacré au court-métrage en Afrique centrale. C'était les premières éditions, nous allions de 0 jusqu'à 35-40 minutes, parce qu'on est sur le moyen métrage, mais il était important pour les jeunes de pouvoir comprendre un peu la thématique, l'urgence de pouvoir se former sur d'abord le court-métrage, qui est, comme vous le savez tous, un premier pan pour aller en avant. Donc, nous sommes passés au Festival international en 2000, nous avons commencé en 2004, nous sommes passés en 2010, pour pouvoir permettre aussi aux jeunes locaux de se confronter aux différentes visions sur l'international. C'est-à-dire que nous mettions en place une compétition nationale et après une compétition internationale. Et bien sûr, les deux ne pouvaient pas compétir ensemble parce que ce n'était pas les mêmes qualités de production, ce n'était pas les mêmes qualités de scénarisation, ce n'était pas les mêmes qualités de réalisation, encore moins de matériel. Fort du constat que les réalisateurs locaux ont commencé à obtenir des formations grâce à l'Institut français, à savoir des petits stages de formation à la FEMIS en France, le Goethe Institute donne aussi des petites bourses de 3 mois pour les différents lauréats. Nous avons commencé à signer des partenaires avec les télévisions locales. La télévision locale, parce qu'on a une seule télévision locale qui est la télévision d'État, mais qui apparemment c'est un organisme de propagande pour le chef de l'État, c'est vraiment pas pour les créateurs que nous sommes. Et le deuxième combat était de leur dire on doit pouvoir présenter au public leurs propres images. C'est-à-dire que avant de pouvoir travailler sur la révolution des films, à savoir les films futuristes, les films expérimentaux, il était question de présenter ce qu'on appelle les films blablabla, c'est-à-dire que le vécu de tous les jours. Et c'est ça en fait qui fait la force de certains réalisateurs localement parlant. Dans cette optique-là, les jeunes de la diaspora, qui eux avaient ces possibilités de pouvoir faire des films vraiment sur le plan international, se sont tous mobilisés autour du festival pour pouvoir donner aux locaux les capacités artistiques et techniques de travailler ce concept-là. C'est-à-dire que
le public qui vient en salle, parce qu'on a commencé aussi à faire des projections en plein air, le public qui vient en salle ou qui vient en plein air puisse se reconnaître à travers ces images-là. Et puisse se regarder et se dire, oui, cette histoire ressemble à celle que j'ai vécue dans mon quartier il y a quelques jours. Donc, cette technique-là nous a permis de conquérir un certain type de public. Après, la deuxième phase, après la phase internationale, il était question d'avoir une phase, nous on dit souvent ça terre à terre, c'est-à-dire que aller dans les quartiers, dans les banlieues, diffuser des films locaux et internationaux, bien sûr avec l'accord des réalisateurs, ils avaient aussi des droits qu'ils percevaient, pour leur montrer ce que c'était que les images extérieures. Parce que la télévision locale, en fait, ne diffusait que des films de Arte, un certain type d'image, en fait, qui ne représentait pas vraiment la vision que nous voulions donner. Bon, quand je dis nous, c'est-à-dire que c'est les membres de l'association, parce que c'est tous faits de bénévoles, qui sont dans différents compartiments culturels et de la société, qui se regroupent au sein de l'association comme une forme de conseil d'administration et qui définissent les différents axes et thématiques que nous aurons l'année prochaine. Et il y a aussi plusieurs membres qui sont ici à la diaspora. Le festival Yaoundé tout court a eu beaucoup de problèmes parce que l'establishment en place, des fois je mélange un peu l'anglais et le français, excusez-moi, le gouvernement en place avait tendance à penser en fait que nous étions en train de... C'était une forme de révolution cinématographique, mais que nous étudions le festival pour pouvoir donner notre vision du monde, de notre vision de l'état dans lequel nous fonctionnons. Ça fait qu'il faisait que nous n'avons jamais été subventionnés. Nous avons sur 17 années, nous avons obtenu, je crois, 8 lettres de subvention et 2 vraiment ont été effectives, quoi. Donc c'était plus le papier que les financements. Et heureusement, le travail que nous avons mis en place nous avait permis de pouvoir ne pas être dépendants de ces finances-là, de nous accrocher vraiment sur les partenaires comme le Goethe et l'Institut français, avoir les espaces, de pouvoir acheter notre propre matériel, des écrans gonflables, de fabriquer des écrans de fortune pour diffuser dans les quartiers gratuitement. Ça a toujours été gratuit. Mais nous obtenions des partenaires pour pouvoir au moins donner des droits de diffusion aux différents réalisateurs. Ça, c'était la deuxième phase sur l'international. Mais la troisième phase, comme je disais tantôt, pour pouvoir conquérir ce public-là et avoir cette audience-là, consistait à aller dans les quartiers, dans les différents quartiers. Parce qu'à cette époque-là, nous avons commencé en 2004, à cette époque, de 2006 à 2008, il y avait beaucoup de vidéoclubs parallèles qui existaient dans les quartiers, qui diffusaient des films internationaux. Et nous avons servi de contrepoids pour dire aux jeunes, les films internationaux que vous regardez, ce sont des personnes qui ont déjà leur vie, c'est leur histoire que vous regardez, mais il serait temps que vous puissiez ouvrir sur le plan national. Et ils nous disaient, nous, on n'a pas de films. On leur a dit, écoutez, nous allons servir de distributeur. Nous allons vous fournir les films, mais à une condition, il faut absolument que les réalisateurs soient présents pour discuter avec le public. Et c'est à partir de là que nous avons commencé à développer la culture cinématographique sur certains. Alors, il y a un grand festival au Cameroun qui s'appelle Écran Noir, qui a vu le succès que nous avons développé, qui nous a contactés, qui a, après nos 8 éditions, a ouvert aussi un pan sur le court-métrage. Parce que le Festival Écran Noir, en tant que tel, ne diffusait pas les films locaux. Il ne diffusait que les films internationaux. Et le public a commencé à un moment donné à se sentir lésé en se disant c'est pas possible qu'on ait un événement comme le nôtre et que ce ne soit que le Festival Yaoundé Toko qui diffuse que les courts-métrages mais qui n'est pas long-métrage et que le festival qui fasse long-métrage ne parle pas des films locaux. Donc, ils ont commencé la compétition court-métrage et par la suite, ça s'est développé. Donc, nous étions basés à Yaoundé. Il y a une autre initiative que nous avons motivée pour mettre en place à Douala. Ça s'appelle la nuit du court-métrage, qui est aussi développée sur Douala parce que nous ne pouvions pas faire toutes les différentes provinces à cause des moyens. Donc à Douala, ça s'est aussi développé. Ça a permis aussi de développer plusieurs centres de formation localement parlant parce qu'on s'est rendu compte que le cinéma pouvait permettre de créer des petites et moyennes entreprises, pouvait rendre les gens totalement indépendants, pouvait faire entrer les devises au Cameroun, parce que je précise que lorsque nous organisions un atelier de formation, c'était sur 2-3 mois, on faisait venir des experts qui logeaient, qui payaient des hôtels, qui mangeaient dans des restaurants, et c'était une source de rentabilité. Et à la fin, on a dit à l'État, vous voyez, voici les chiffres que nous faisons. Et donc ces chiffres-là, nous les faisons, et en fait, c'est gratuit. Donc logiquement, soit vous nous mettez d'utilité publique pour qu'on puisse obtenir des subventions tous les ans, soit alors vous avez juste besoin que le festival meure, et à partir de là, c'est toute une génération qui sera perdue, parce que ça ne pourra plus fonctionner de la sorte. Et ils ont commencé à prendre conscience de cet effet-là.
on a beaucoup voyagé. Et ça aussi, ça leur a fait comprendre l'impact positif que nous avons dans la société sur le plan national et devenu sur le plan international. Il a dit que chaque fois que nous partions, nous revenions. Parce que ça aussi, c'était une crainte. C'est aussi une grosse crainte au niveau des réalisateurs parce qu'on n'était pas sûr que... on n'avait pas la garantie que ces jeunes-là partiraient et reviendraient. Mais on a eu cette chance-là durant plus de 17 éditions. Aucun d'eux n'est parti sans revenir. Même si après ils sont repartis dans leurs propres travaux, ils n'ont pu plus former les jeunes à pouvoir développer. Alors maintenant, ce qui concerne le contexte de l'audience au niveau des festivals et sur cette possibilité de pouvoir avoir une vision plus internationale des travaux que nous faisons localement parlant, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile parce que quand on est sous fonds propres, on a le contexte barrière financière, économique qui intervient. Quand on a la barrière économique qui intervient, bien évidemment, ça ne vous permet pas d'avoir une communication assez élargie, ça ne vous permet pas de pouvoir créer un réseau assez élargi. Et vous ne restez très souvent que dans la sous-région pour pouvoir développer. Donc nous avons encore utilisé cette possibilité-là qu'avaient les instituts français à travers leur newsletter qui nous servait de relais pour pouvoir informer un peu toutes les différentes sous-régions. Le Goethe Institute aussi qui nous servait de relais pour pouvoir utiliser toute la région de la diaspora en tant que telle, ce qui a permis de pouvoir couvrir ce volet audience, qui nous a permis de pouvoir avoir différents formats de films dans différentes régions, dans différentes contrées. Alors je vais chuter en disant que après cette émulation-là, parce que c'était une vraie émulation dans le sens où quand on avait les dates, parce que nous fixions les dates un an à l'avance jusqu'aujourd'hui, quand on fixait les dates de l'événement d'année prochaine, vous avez des réalisateurs qui s'étaient spécialisés uniquement pour faire des films, pour venir les présenter au festival, uniquement, la plupart d'ailleurs. Et la chance que nous avions aussi, c'est de pouvoir avoir des partenaires télévisuels, TV5 Canal+, qui venaient de temps en temps regarder un peu les courts-métrages, mais que ces courts-métrages-là, nous avions une section que nous avons ouverte pour pouvoir organiser des B2B, des pitchs. C'est-à-dire qu'à travers... eux, ils considéraient ça comme des teasers, mais nous, on leur disait, non, ne faites pas des teasers, faites un court-métrage, un bon film, qui puisse permettre de pouvoir présenter un projet de long-métrage ou de la série, pour que lorsque nous faisions venir quelqu'un, vous puissiez le défendre de la meilleure moyen qu'il soit. Voilà. Merci beaucoup. C'est une expérience historique vraiment très intéressante parce que aussi il y a le long terme et donc c'est ça qui est intéressant de voir comment aussi ces différentes phases s'articulent et ça nous permet d'ouvrir au moins deux pistes pour la suite de ce tour de table qui sont la question justement comme tu le disais du passage à la distribution commerciale et à l'international et dans tout ça le rôle de la diaspora aussi. Donc sur ces point-là, j'aimerais passer vers ma droite pour aller vers IB, qui ici représente Sudo Connexion, qui est donc une compagnie ou plateforme ou association, je ne sais pas comment la définir, société, voilà, qui s'occupe de distribution de cinéma africain et de la diaspora dans l'espace européen, mais pas que, aussi en Afrique. Et donc, ça nous permet de passer vers la question de la circulation commerciale, même si il travaille pas mal aussi avec les festivals, et à réfléchir donc à la question de la circulation de ce cinéma à l'extérieur de l'Afrique. Donc, Abi, ce que je voulais te demander, en fait, c'est à la fois quels sont les publics que vous arrivez à toucher, quels sont un peu vos critères, disons, dans l'établissement de votre catalogue et du coup, quel discours, quelle image de l'Afrique vous essayez de développer à travers votre sélection. Tu as un micro ? Ok. Alors du coup, je vais expliquer un peu plus qui on est, ce qu'on fait. Donc, Sudo Connexion, c'est donc une société de distribution de films d'Afrique et de sa diaspora qui a été créée en 2016 par Claire Diao, qui donc est journaliste spécialiste des cinémas d'Afrique depuis une quinzaine d'années et qui écrivait principalement pour deux gros magazine, donc le Bondi Blog, qui du coup était plus axé effectivement sur les questions de la diaspora spécifique en France, et pour le Monde Afrique, où là du coup plus tourné vers le continent. Et en fait, elle s'était rendue compte que chaque fois qu'elle faisait un papier, une critique, ou qu'elle relayait le travail des différents cinéastes, elle avait toujours un regain d'intérêt, soit
de réalisateurs ou de producteurs qui venaient demander comment faire pour qu'on parle de mon film. Donc, plus un aspect du coup relations presse, diffusion, valorisation de son cinéma et de ses films à travers la presse, et des broadcasters, donc que ce soit des diffuseurs, que ce soit autant de festivals que de télé parfois, qui venaient et qui disaient on a vu où est-ce qu'on peut trouver tel film, qui est-ce qui a les droits, et donc elle s'est rendue compte qu'en fait il manquait vraiment un lien exactement entre les créateurs de contenu et les diffuseurs de contenu. Et donc c'est de cette volonté qui est née donc Sudoku Connexion en 2016. Et du coup, les 3 questions. Ouais. Effectivement. Okay. Du coup, donc, on diffuse pour l'instant, aujourd'hui, notre vrai point de force, c'est la diffusion en festival. Parce qu'on a beaucoup, donc voilà, on a notre catalogue qui se concentre sur des films qui sont faits par des personnes issues du continent et de sa diaspora. On a beaucoup de courts et beaucoup de documentaires pour des questions économiques de production qui ont déjà été discutées dans les tables rondes précédentes. Et on a beaucoup de cinéma qu'on pourrait caractériser de cinéma d'auteur. Et donc, comme le disait Stanley, eux vont trouver leur place dans des festivals internationaux. Et du coup, nous, on veut vraiment amener les producteurs et les réalisateurs avec lesquels on travaille à prendre conscience de cette importance en fait qu'a le festival dans la vie d'un film. Donc, leur expliquer que il y a des festivals classe A internationaux, que si on est sélectionné dans ce festival-là, ça peut ouvrir sur des académies comme les Oscars, les Césars en France, qu'on peut gagner des prix, que dans ces festivals classe A, en fait, il y a des journalistes qui vont parler de votre film, donc ça va donner de la reconnaissance. Il y a d'autres festivals qui vont voir votre film, donc ça peut lui donner une ouverture encore plus grande. Il y a des responsables de chaînes de télé, donc du coup, ça peut permettre des ventes, il y a des responsables de plateformes, donc vraiment qui prennent conscience qu'en fait c'est un marché, c'est une place de marché incroyable et que par contre il y a des codes à respecter. Donc pour ces festivals-là, il y en a qui vont demander des avant-premières mondiales, des avant-premières internationales, des avant-premières par territoire. Et ce qu'on leur explique, c'est qu'en fait si on développe ensemble une bonne stratégie, en fait le film il peut voyager partout. Et donc là, aujourd'hui, donc on distribue en Europe, en Afrique, en Amérique du Nord, en Asie, un peu, pas beaucoup, ça commence, et en Amérique latine, en Amérique du Centre. Donc, en fait, globalement, ça voyage partout. Et nous, le travail qu'on fait, c'est donc ce travail avec les producteurs sur lesquels qu'on les accompagne aussi, parce que c'est vrai que, moi, j'ai un peu moins eu le cas, mais Claire me disait qu'au début, elle discutait avec des producteurs qui étaient juste tellement contents que leur film circule, qu'ils donnaient leur film comme ça. Et alors que nous, là pour le coup, c'est un héritage de la façon dont travaille l'Agence du court-métrage en France, qui en fait demande que les festivals, quand ils le peuvent évidemment, offrent des frais de location. Et donc nous, c'est quelque chose qu'on essaye d'appliquer à... Évidemment, quand il y a différentes conditions qui s'appliquent, mais aussi de comprendre que c'est un travail, et nous, c'est un travail qu'on fait du coup de façon pédagogique aussi avec les festivals, en leur disant que nous, en tant que distributeurs indépendants, on veut que toutes les personnes sur l'échelon de la chaîne de création soient rémunérées à leur juste valeur, et que du coup, pour ce faire, il faut que les festivals aussi, en fait, à un moment, payent des frais de location, ou si le film est en compétition officielle et qu'il y a... une grosse exposition derrière. Voilà, c'est différentes choses que nous, on travaille autant donc, avec les producteurs en leur faisant comprendre la valeur de leur travail et qu'ils ne peuvent pas la brader simplement pour une exposition, aussi importante soit-elle, et avec les festivals, parce que du coup, on se retrouve aussi, et ça, on l'a encore, sur si on a un film afro-américain et si on a un film burkinabé, les festivals ne vont pas du tout réagir de la même façon. Ils ne vont pas poser de questions quand on leur dit, pour un long métrage afro-américain qui a fait des festivals, le prix c'est tant, ok. Et pour le film burkinabé, ils vont me dire non mais ça c'est le prix d'un Disney, on est où, on paye pas ça. Et donc du coup voilà, c'est aussi
parfois refuser de travailler avec certaines personnes parce qu'il y a pour nous un rapport éthique et important. Et c'est ça aussi qu'on veut dans les films qu'on choisit. C'est globalement des coups de cœur parce qu'on est une petite équipe, donc on est 2 à temps plein, donc Claire et moi. Et en fait, soit on repère les films en festival, soit les gens nous proposent directement leurs films. Et donc on les regarde. On n'a pas nécessairement le besoin que ce soit techniquement parfait. Ce qui va nous intéresser, c'est effectivement des rapports à la narration différents, qu'on ait l'impression que ce soit des récits nouveaux. Enfin, globalement, on n'a pas un cahier des charges qu'on souhaite respecter. C'est plus, on va voir ce film, on va se dire, on a envie de travailler aussi avec ces gens-là. Et il y a aussi quelque chose de très humain on continue de travailler avec les mêmes gens depuis longtemps. Donc, par exemple, un des réalisateurs, Nelson Makengo, qui vient de RDC, on a travaillé avec lui sur ses 3 précédents courts-métrages. Et là, il passe au premier long. Et donc, du coup, on l'accompagne là-dessus. Et en fait, on se rend compte que là, on distribue aussi Carton Rouge de Mohamed Saïdouma, qui donc était à Afrique en Vision. Balogi aussi, qui a fait ses cours, et on l'accompagne sur ses longs. Donc là, on se retrouve à travailler, en fait, à accompagner des gens dans du passage au court, au long, à les accompagner, quitte aussi après à se rendre compte que si eux veulent faire, par exemple, une distribution commerciale dans certains pays, à s'associer avec des vendeurs ou des distributeurs qui ont une expertise sur un certain territoire. Donc voilà. Et nous, ce qu'on essaye de développer encore plus, c'est déjà parce que le territoire français, en termes de sortie salle, est extrêmement compétitif et déjà très bien rempli, comme on a pu s'en rendre compte avec l'embouteillage des salles, des sorties actuelles, alors qu'il y a plus de mal. On a plus de mal à trouver le cinéma, en tout cas en Afrique de l'Ouest, et évidemment pour pas du tout tomber dans des grosses généralités, mais en Afrique de l'Ouest, il y a quand même moins d'écrans qu'en France ou même qu'au Nigeria ou en Afrique du Sud, pour des exemples que j'ai en tête et évidents. Mais par contre, il y a quand même des écrans qui existent, en fait. Il y a l'Institut français, le Goethe, mais il y a aussi Canal Olympia. Il y a énormément d'initiatives personnelles de gens qui vont essayer d'organiser des séances gratuites ou non dans différents lieux, d'aller dans des lieux qui sont plus reculés et où c'est plus compliqué pour les gens de pouvoir venir dans les lieux centraux, parce que aujourd'hui les cinémas restent globalement, les salles de cinéma dans les grandes mégalopoles capitales. Et du coup, on essaye de plus travailler avec ces personnes-là aussi, en parallèle du circuit festival, pour donner le plus d'exposition possible à nos films. Et sur qu'est-ce qu'on essaye de représenter, je pense faire prendre conscience aux gens de la diversité et de la grandeur, en fait, de ce continent, qui en fait avait commencé avec un programme de court-métrage qui s'appelle Quartier Lointain, qui lui est antérieur à Sous Connexion, qui existe depuis 2013. Et donc l'idée, c'est 5 courts-métrages qui sont montés comme si c'était un long, autour d'une thématique, avec un parrain ou une marraine qui est une personne du milieu du cinéma. Et une saison, c'est des réalisateurs de la diaspora, une saison, c'est des réalisateurs du continent. Et une des choses qu'on a remarqué qui était assez intéressante lorsque c'était une saison du continent, c'est que les gens étaient toujours surpris de se rendre compte que mais en fait, il y a des gens en Afrique qui parlent portugais, il y a des gens en Afrique qui parlent allemand, il y a des gens en Afrique, voilà. Et puis oui, mais il n'y a pas forcément que les langues issues de la colonisation, il y a aussi toutes les langues locales. Et ça, c'était pour les gens, c'était assez marquant pour eux, en fait, de pas jamais avoir pris conscience, en fait, de ces pluralités, sachant que comme en France, on va globalement, nous, avoir des films qui viennent du Sénégal, du Burkina. Donc, en Angleterre, ils vont plus avoir des films qui viennent du Nigeria. En Belgique, ils vont plus avoir des films qui viennent de la RDC. Et donc, en fait, on est prisonnier, en fait, de ces circuits d'exploitation, de distribution, qui ne nous permettent pas, en tant que spectateurs
européens d'avoir conscience de ça, mais même sur le continent, vu qu'au final il y a peu de distributeurs, les films ont du mal à circuler aussi d'un pays à l'autre. Et là, il y a la question très importante pour laquelle nous, on n'a pas trouvé de solution, qui est la question du doublage ou non. Parce que nous, parce qu'on distribue beaucoup en festival et que les festivals ont aussi cet intérêt de garder l'authenticité du film et donc que ce soit en langue originale, ça va être le sous-titrage. Mais c'est vrai que si on veut toucher un public le plus large possible, dans certains cas, il faudrait avoir une traduction. Mais je sais pas, il y a le coût. Et puis en fait, en quelle langue on traduit ? Si on prend ne serait-ce que... Bon, par exemple, au Sénégal, tout le monde parle Wolof parce que ça a été une volonté d'État de faire une langue africaine locale que tous les gens du pays vont parler. Mais il y a des endroits où c'est pas le cas. Il n'y a pas une langue locale qui réunit tout le monde. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que si on est au Burkina, est-ce qu'on fait en Mouré ? Est-ce qu'on fait en Dioula ? Est-ce qu'on fait... Et donc voilà, du coup, c'est des vraies questions, sachant qu'il y a des cinémas comme Canal Olympia pour qui, eux, c'est important que le film soit doublé en français. Et si c'est pas le cas, pour eux, c'est plus compliqué de pouvoir distribuer ce genre de film. Et donc ça, c'est les questions et les problématiques auxquelles on fait encore face et sur lesquelles on ne sait pas bien comment se positionner. Voilà, merci. Merci beaucoup, Heidi. Et je te remercie, c'est très intéressant tout ça. Et en plus, c'est parfait. Tu as terminé dans la direction dans laquelle je voulais aller, parce que j'ai fait une petite modification à la liste que j'avais en tête, parce qu'on a en fait Nadia Denton, qui était prévue dans cette table ronde, n'a pas pu faire le déplacement à cause de restrictions sanitaires depuis l'Angleterre. Du coup, elle a enregistré un vidéo-message qui répond un peu aux questions qu'on est en train de discuter, mais je ne vais pas vous le montrer maintenant. On va terminer ce tour de table en arrivant jusqu'à John avant d'y arriver et de passer à Nadia. Et donc, Aibi nous pointait en fait vers la direction qui est ça ouvre une question assez large, qui est la question de la distribution commerciale et comment aussi elle est en train de se transformer en Afrique de manière assez rapide. Il y a donc des acteurs comme Canal Olympia. Francis Nebo, qui aussi aurait dû être ici autour de cette table, aurait pu répondre largement autour de cette question-là, aussi de doublage en langue française notamment. Parce que Francis Nebo est un distributeur de films africains, notamment de Nollywood dans l'espace francophone. Mais au-delà de ce genre de circulation en salle, il y a les plateformes et les télévisions qui ont un rôle de plus en plus important en Afrique, et notamment en ce qui concerne la circulation de Nollywood. Donc on a ici Jonathan Haynes, qui est un des grands spécialistes des études sur Nollywood. Donc ma question pour lui serait plutôt de nous... dire un petit peu, à partir de ses recherches et de ses travaux, quel est à son avis l'impact de l'arrivée de ces grandes compagnies, notamment de plateformes comme Netflix, sur la manière que ce cinéma a de circuler à l'extérieur de l'Afrique, et aussi peut-être sur la manière de formater un certain discours, une certaine image de l'Afrique et du cinéma africain, mais aussi John peut bien nous montrer à quel point le phénomène Netflix est tout sauf que, nouveau en quelque sorte. Il y a eu des compagnies bien avant Netflix qui ont pratiqué, disons, une espèce de forme de extraction de revenus à partir de ces industries. Donc, John peut peut-être aussi nous donner un petit peu cette profondeur historique. Bonjour à tous. I'm going to speak in English. And I will translate the best as I can. Foreign distribution, the Nollywood model of grassroots production on a very low budget, was carried out by people who had no ability to control the foreign distribution of the films that they were making. Alors la distribution à l'étranger des films qui étaient produits au Nigeria était assurée par des gens qui n'avaient aucun contrôle en fait sur les modalités de distribution. So in the beginning, the foreign distribution was carried out mostly by pirates, but also by local entrepreneurs who would bring some films from Nigeria or, reproduce them occasionally with licenses. Alors au départ, en fait, ce sont essentiellement les pirates
hein, ou bien des entrepreneurs locaux qui ont distribué ces films à l'étranger en les important du Nigeria et en les reproduisant tant bien que mal. And then when YouTube became a thing, the African diaspora, I mean, especially the Nigerian diaspora, but other Africans as well, would put up Nollywood films in their thousands for free viewing on YouTube. Et puis ensuite, il y a eu YouTube qui a permis la distribution, enfin la diffusion en fait d'une quantité incroyable de films auprès de la diaspora africaine, en particulier nigérienne. Et c'est comme ça que Nollywood a diffusé à l'étranger. All of this was great for the cultural influence of Nollywood in the world. Tout cela a été a facilité l'importation, l'exportation de Nollywood dans le reste du monde. It was not great for Nollywood producers because they got little or nothing back from this. Le problème, c'est que les producteurs nigérians de Nollywood n'obtenaient rien en retour financièrement. YouTube created the idea that Nollywood films were something that you should be able to see for free. Et YouTube a généré l'illusion qu'on pouvait regarder des films de Nollywood gratuitement. So Netflix now is coming in and making a lot of noise. Avec l'arrivée de Netflix, Netflix en tout cas entre en scène assez bruyamment. So it's absorbing a lot of attention. Who gets picked up, who doesn't. Et donc, ceux qui sont acceptés par Netflix ou ceux qui sont refusés fait un petit peu discuter sur. Enfin voilà, c'est un des sujets principaux de conversation sur place. Yeah. What's happening with Netflix is good because they pick up films which have trouble being shown in Nigeria because they're too sophisticated in one way or another. Ce qui est bien avec Netflix, c'est que cela permet à des films qui peinent à être vus, diffusés au Nigeria, parce qu'ils sont peut-être un peu trop sophistiqués, ça leur assure une diffusion. They don't pay Nigerian directors as much as they should, but they pay more than other people do. Ils ne rémunèrent pas les réalisateurs nigérians autant que les autres, mais en tout cas, ça reste beaucoup plus que ce qu'ils sont payés habituellement dans leur pays. Now, with the permission of Alessandro, and he can hardly stop me because I have the microphone. Donc avec la permission d'Alessandro, qui ne peut pas m'arrêter parce que c'est moi qui détiens le microphone. I want to shift back to the African market, and in particular the Nigerian one. J'aimerais revenir sur cette idée du marché africain et en particulier du marché nigérian. And look at the big picture. Et voir l'ensemble du tableau. The United Nations tells us that nearly all of future population growth on the planet will happen in Africa. D'après les Nations Unies, on sait que l'augmentation la plus flagrante des populations se passera en Afrique. They say by the end of the century, Nigeria will have the second biggest population in the world, bigger than China. On dit que d'ici la fin de ce siècle, le Nigeria sera le pays qui aura la population, le deuxième pays ayant la population la plus nombreuse au monde, devant la Chine. So it's also the most underdeveloped media market in the world. Et en même temps, c'est le marché médiatique le plus sous-développé au monde. So when global capital looks at the Nigerian market, at the African market, they see at the same time the opportunity for really large profits immediately.
Donc le capitalisme mondial regarde avec envie ce marché africain et en particulier le marché nigérian avec l'idée qu'il y a du profit à faire. At the same time, long term, it's a market they cannot afford not to be in. Et sur le long terme, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas ne pas faire partie ne pas jouer leur part sur ce marché-là. At the same time, Nigeria has always had an amazing culture of entrepreneurialism. D'un autre côté, au Nigeria, il y a une culture de l'entreprise qui est très forte depuis toujours. So what can go wrong? Donc, qu'est-ce qui peut mal se passer? You want to say something? I can go on. If you want. I can stop there. C'est une très belle manière d'arrêter ce premier tour parce que ça laisse aussi son note positive de regard vers le futur. Et j'aimerais du coup garder cet élan positif dans nos esprits tout en allant. Nous allons nous asseoir pour regarder les 10 minutes d'intervention de Nadia qui va toucher à peu près à toutes ces questions et puis on pourra revenir autour de la table pour faire encore un tour ou réagir à des questions du public. So Nadia, here are a few questions for you. Thanks for participating online. We had hoped to have you with us, but anyway, we are really happy to have you even this way. So one first question has to do with your role as in a way promoter in a way of African cinema, new African cinema. So you're based in London, and over the past few years you had an important role in promoting the international circulation of African and particularly Nigerian cinema as a programmer and a curator. So based on your experience, how is this cinema received in Europe within a context in which the term Nollywood has often added bad connotations? So certainly the audiences that I curate for, both in the UK and wider Europe, have expressed a lot of curiosity and interest. I should say that, typically I'm curating venues where there's an appreciation for maybe art house cinema or different types of cinema, and also within a context where I think people are expecting world cinema. So certainly, I don't get the impression that the audiences necessarily come with any negative perceptions about Nigerian cinema per se. There's a sense that they want to see something different, they want to see something novel, and I think there's often people who think, okay, why has she called it Beyond Nollywood? So there's an element of, okay, I want to sort of, as audience members, people coming and sort of wanting to see, okay, well, what's the difference and what is Beyond Nollywood? There are, of course, a lot of people who come to my programs who don't know what Nollywood is. So they're just really coming on the basis of maybe an interest, cultural interest in Nigeria and West Africa. So I find the fact that, the venues that I'm working with or the festivals that I've curated with have already done work with audiences has meant that there's a kind of easy path, to get them to the programs. I, of course, have also been curating in the UK, for over a decade. So I do have my own audiences who kind of have a sense of how I curate, how I put programs on and come with that. I think also I've very much gone to pains to try and market Beyond Nollywood in a very different way visually to the kind of content you'd normally see from Nigeria. So I also have a feeling that perhaps the visuals and the appetite that this is curated, because people are not used to seeing this kind of imagery from Nigeria, also kind of helps as a strong marketing force as well. And in this sense, can we talk maybe of a new generation or something you can identify, and a number of filmmakers that have a specific profile, or is just different? I mean, the people you work with and the people that you present in your programs. Is there a specific profile of these Beyond Nollywood filmmakers that you can describe? Yeah. So I kind of affectionately refer to them as a motley crew. They're largely filmmakers in Nigeria, also in the diaspora, who are on the periphery of the more sort of commercial Nollywood space. So they tend to make content that's either not really regarded as core Nollywood, or maybe doesn't seem to have
isn't seen in Nigeria to have commercial value. So this can be anything from art house films to documentaries, you know, experimental shorts, music videos, etc. In terms of a sort of profile, I mean, it varies widely, their backgrounds and experiences. You know, some are wealthy, some are not, some have traveled and studied in the West. But certainly what I think is distinct from when I look at how they work, maybe compared to the core Nollywood, is their intentionality. So what they're actually bringing to the craft, their intentionality to create a new discourse, to perhaps do something visually very different, to tell story in a very different way, to kind of experiment, you know, based on some of the influences they have from international cinema, whether this is from Asia or from Latin America, and also a hunger to kind of challenge the current discourse. So narratives that they've perhaps seen from Nollywood or representations of Africa, them very much feeling vocal about wanting to put their own interpretation forward and feeling that this is like a new voice that perhaps hasn't really been heard or interpreted before. But so what is your the discourse or image or representation of Africa and Nigeria in particular that you wish to convey by selecting these films? So certainly I'm always keen as ever to show the diversity within the diversity, you know, of the continent, obviously in particular West Africa. I think we're all aware that there are many narratives, you know, from the continent that we haven't yet seen or haven't really been given sufficient airtime. When it comes to Nigeria and beyond Nollywood in particular, what fascinates me is the fact that I feel that there is the beginnings of a new cinematic voice that I don't think we've seen before. There definitely is a way that a handful of filmmakers are interpreting their work, interpreting their storytelling, and putting forward narratives that I feel is a trend to come and will definitely cross over and be enjoyed by international audiences in a way that the core Nollywood isn't. I also feel that we have something very energetic because of where Nigeria finds itself at present in terms of the cultural output, especially because, as we know, in terms of demographics, you know, Africa is a youth continent, and certainly it's estimated that Nigeria's population of 200 million is composed of over half of that is young people. So definitely there's a sort of drive. And, you know, when I talk to some of the creatives that I'm engaging with, you know, they know the power of the visuals of media, of social media, you know, whereas maybe in the past, some of them would have been looking for a career in the oil sector or politics. They've seen, you know, they've cottoned on that they can actually have the world, you know, through their creative endeavors, putting them on the right platforms. They can get those audiences, you know, they don't need to engage with some of the traditional structures as they would have before. And it sends two last questions. One is in the history of African cinema, in a way, author cinema has been mostly connected to the Francophone world, also in terms of funding, you know, and then the Senegalese, Malian filmmakers, Burkina Faso as a country of you know, celebration of this type of cinema. But today, definitely, we see the multiplication of very different space in other areas, of course, in the Anglophone world, but also beyond, within Europe, Germany, other places. So with your experience being part of these networks, what are, you think, the most important places for the legitimation of African cinema outside of Africa, within Europe, for instance, beyond France, and historically that role? So yeah, I mean, I think you've rightly pointed out that there are a number of platforms across Europe, certainly starting from the UK. The BFI have been very supportive of Beyond Nollywood since its inception, really. And they have a program called African Odysseys, which has been running for over 10 years. And that's like a bespoke program catered for audiences who are interested in the voices from the African diaspora. Of course, you know, the BFI also have wider programs as well. You know, they do show African content at the London Film Festival, and they support the UK's largest film festival, Film Africa. In the UK, we're fortunate to have a number of showcases for African cinema. So there's Africa in Motion in Scotland, there's the Cambridge African Film Festival, there's also Watch Africa in Wales.
I could certainly sort of go on and list. There are numerous festivals throughout the continent that are, dedicated themselves and have done so for a long time. I think something that's particularly of note is the Berlinale's Africa Hub, which started a couple of years ago and certainly is picking up pace in terms of being, a quite significant meeting point for individuals who want to do business around African film. I've been to the Africa Hub on at least 2 occasions and found it very instructive in terms of engagements I was able to make and connections and so on. I think also there's another strand through the World Cinema Fund. Clearly, they do exist as a fund, but they have tried to initiate other sort of platforms where people can talk and engage around African cinema. And I know one of the initiatives that's associated with that is African Cinema Spaces, which is, so Dorothy Werner from the festival is involved with that, with a number of practitioners of exhibition spaces on ground in Africa. So yeah, there are numerous festivals across the continent which are serving an important function, and certainly which I hope are able to survive, the challenges of COVID and threats to, structural funding, etc. And of course, in addition to these formal film festivals and showcases, there are individual and lone bloggers, so to speak, who exist, in the virtual world, who are kind of keeping conversations going in their own ways, about African cinema and developments. So yeah, I mean, I think these platforms can only grow, with a kind of collective support of acknowledging them and trying to sort of keep them within the loop of when we're talking about the different platforms that are giving voice to African cinema. This network of places you mentioned are very important to present and introduce this cinema to non-African audiences. But then, is there a commercial life for these films within this place? What is, for instance, the reception from theater owners or the commercial distributors, and in your view? Certainly, there are still a lot of challenges, but I think, in truth, those challenges are tied up within the framework of the fact that the film industry is dominated by Hollywood. It's dominated by Hollywood, in Western particular type of narrative. And so I think any other types of films, whether they be foreign language or that are dealing with cultures which are maybe less familiar to, the dominant population who are going to be consuming them, can be more challenging. We do have a theatre chain in the UK called Curzon, who have been very successful in promoting and showcasing, world cinema in particular. They're like the leading exhibitors of, foreign language films, and they get, they have very dedicated audiences for this content. I think when it comes to African cinema, I'm very much a big believer in audience development and social impact. I do think that when we're presenting content that is maybe different to what people are familiar with, maybe has difficult subject matter, and that's obviously even outside of the scope of African cinema, it is important to do social impact and audience development. I think audiences are much more receptive if we're able to sensitize and position and market content to them. And I think, unfortunately, a lot of distributors, whether in the UK or wider Europe, don't necessarily have all the resourcing to do this kind of specific work. I think when it comes to doing their sort of standard marketing to like a sort of mainstream audience or a particular audience they're familiar with, that's easy to do because they have template kind of strategies they carry out. But I think it becomes more challenging when they're trying to sort of reach out to audiences that might be interested in the African content, and not all of them are maybe savvy to the ways in which they need to probably engage with social impact producers to help them to think about audience strategies that can mean they convert people, not just for that particular release, but probably in the long term for other content that they have. Thank you very much, Nadia. Je pense qu'on a on a touché à plein de questions intéressantes, à différents angles pour approcher la question de la circulation des publics. Alors du coup, j'aimerais à la fois ouvrir à la salle, même si bon, aujourd'hui on était pas très nombreux, mais voilà, on est ouvert à vos questions de la salle et aussi à des questions croisées autour de la table, s'il y en a. Et pour un dernier tour, en considérant que voilà, c'est déjà 16 heures. Est-ce qu'il y a des
des questions de la salle. Ou est-ce que, du coup, je vais à mon tour rebondir, au moins que parmi vous, il y soit des questions. Moi, je voulais peut-être poser une question à Stanley. I wanted to ask you a question to get back to some of the things we discussed, and precisely about the Netflix impact on what's going on in Nigeria, and its articulation with this sort of situation by which some companies in Nigeria have become dominant in the cinema space, at least in the official distribution space, and how you see this articulation and how do you see ways out of it. Je traduis rapidement pour le public. Donc, question pour Stanley autour de l'impact de Netflix au Nigeria et la manière dont ça s'articule avec, disons, la structuration de certains pôles dominants dans l'économie de Nollywood autour de certaines compagnies en particulier, et comment on peut réagir à cette polarisation qui a un peu refermé l'espace de la création et de la créativité dans le cinéma nigérian. Okay, so Netflix interaction with Nigeria actually started from outside. I know there were films like Confusion Awa long before Netflix came to Nigeria. I said, so Netflix has had a relationship with Nigeria long before they came to Nigeria. Donc, avant même que Netflix n'entre dans le marché nigérian, il y avait déjà une relation qui existait en fait avec cette entreprise. Yeah, because I think they spotted one or two Nigerian films that met their expectations long before they decided to come and set up in Nigeria. And of course, some of those filmmakers had people representing them, which made it easy for that to happen. Ils avaient déjà repéré quelques films et quelques réalisateurs nigérians avant même de s'implanter au Nigeria, et ces réalisateurs étaient de toute façon représentés commercialement, donc les relations avec Netflix étaient relativement faciles. And I'll just quickly say, because I mentioned that a lot of young Nigerian filmmakers actually need serious representation. Il a mentionné la question d'être représenté parce qu'il croit effectivement que notamment les jeunes réalisateurs ont besoin d'être représentés de quelqu'un un peu qui les aide dans cette interaction avec la distribution commerciale. Right now, Netflix is domiciled in Nigeria, so there's Netflix Africa, but there's Netflix Nigeria. Donc désormais, Netflix est domicilié à la fois en Afrique, il y a Netflix Afrique et puis aussi Netflix Nigeria. And Netflix Nigeria is currently being represented by what I would call the biggest distribution company in Nigeria right now, Film One. Donc Netflix est représenté en fait par une des plus grosses entreprises de distribution au Nigeria qui s'appelle Film One. Film One. Okay, so naturally what happens is that a movie that is being distributed by Film One would naturally most likely end up on Netflix without any hassle. Donc en fait, logiquement et sans beaucoup de difficultés, un film qui est représenté par Film One va finir à un moment ou un autre sur Netflix. So there are other distributors who don't have that privilege. So what it means is that because people have this notion that Film One is the one representing Netflix, so more and more, a lot of people rather wait in line to get a distribution deal from Film One than going to another distribution company. Il y a d'autres distributeurs qui n'ont pas ce lien privilégié avec Netflix, donc effectivement, il y a beaucoup de réalisateurs qui en gros font la queue pour être représentés par Film One parce qu'ils savent que du coup, ça leur ouvre le marché de Netflix. Which is good for business for Film One. Ce qui bien évidemment est bon pour les affaires de Film One. But not so good for business for the other distributors. Mais pas tellement pour les autres distributeurs. So you could say that there is a kind of imbalance. Donc il y a une espèce de déséquilibre. Because it's not just affecting the OTT portal, it's affecting cinema itself. Parce que ça affecte effectivement le cinéma lui-même. Okay, because these guys, many of them don't own the places where their cinemas are domiciled. Parce que la plupart de ces personnes en fait ne sont pas propriétaires des lieux où les cinémas sont domiciliés. So they are rented, and of course they have overhead that they need to pay. And the fewer titles that they get to distribute, that means they are not making as much money as they should. But the sentiment that makes it that way is because if I knew you had access to the person I want to get to,
and we are all doing the same business, I'd rather go to you than go to the next one. Mais effectivement, du coup, il y a des enjeux. Comme ces lieux sont loués, du coup, il faut effectivement avoir des rentrées financières pour pouvoir financer la location de ces lieux. And you lost me with the end of your sentence. No, I said so because one person has the advantage of representation, it becomes a disadvantage to those who don't have the representation. Donc, effectivement, du coup, la force d'être représenté par Film One et Netflix est la force des uns, mais par définition, bien évidemment, c'est un problème pour les autres. J'ai fait un sous-titre parce que c'était difficile à comprendre si on ne connaît pas le contexte nigérien. En fait, ça veut dire qu'il y a plusieurs compagnies de cinéma, mais il n'y en a qu'une qui a aussi une branche distribution qui est aussi forte et qui est en contact avec Netflix. Donc ça fait que si moi, producteur, je vais chercher un distributeur, je vais plutôt vers cette compagnie de salle de cinéma qui est aussi en branche distribution en lien avec Netflix plutôt que vers les autres. Du coup, ça casse un petit peu la dynamique en termes et ça crée des problèmes par rapport à la compétition entre ces différents cinémas. Yeah, I think I got a bit of what you said, competition. So it's like the competition is not balanced. No, it was just adding to about Yeah. cinema change. So I'm just saying with this that Netflix operation in Nigeria, before we talk about what they are doing and the impact of Netflix as a platform, we can't run away from the fact that their presence in Nigeria is adversely affecting the cinema distribution company as well. Forcément, il faut prendre en compte le fait que la présence de Netflix au Nigeria affecte les autres réseaux de distribution. Okay, now then back to what Netflix is presently distributing in Nigeria. Like I said, when Netflix first had the first deal with a Nigerian filmmaker, it was because the movie was very arty, very not like the normal commercial Nigerian film. So it was understandable that movie was appreciated by Netflix. Donc, maintenant quelques mots sur effectivement ce que les films que Netflix choisit. Il s'agit les premiers films. Were you talking about the first movies they selected? Yeah. You were talking about the first movies they selected. Yeah, the first movies were like very arty movies. Yeah. Les premiers films nigérians qui ont été choisis par Netflix pour son catalogue, c'est des films plutôt artistiques, avec une dimension artistique assez forte. But nowadays, there are a lot of titles on Netflix that I wouldn't show at my festival. Mais maintenant, les titres qui font partie du catalogue de Netflix sont des titres que Stanley ne diffuserait pas dans son festival. Because they are just not intelligent enough. C'est pas des films qui sont suffisamment intelligents. So it goes back to the whole thing, like what Jonathan was saying. Donc retour vers ce que Jonathan disait. Everybody looks at Nigeria, everybody looks at the numbers, and people are willing to sacrifice original intentions to take advantage of the numbers. Quand on pense au Nigeria, on pense quantitativement, hein, en termes de quantitatif, et on est prêt à sacrifier, certains sont prêts à sacrifier le qualitatif. So whereas 10 years ago, someone would have been saying with pride, oh, my movie is on Netflix. These days, it's just, oh, the movie is on Netflix, not because you feel it's better than the other movie that shouldn't be there in the first place. Donc, il y a une dizaine d'années, effectivement, les gens se disaient, je veux absolument être sur Netflix. Maintenant, c'est plus tout à fait aussi évident. So it's not a bad thing for most filmmakers. It's just disturbing for people like me. I said it's not a bad thing for most filmmakers. It's just disturbing for people like me. Pour la plupart des réalisateurs, c'est pas forcément gênant cette situation. Pour des gens comme Stanley, comme moi, comme il dit, là, ça devient problématique. Because just the same way I feel cinema is supposed to be something hallowed, it's art. And I know Jonathan knows there's a time when you could see just any kind of thing in Nigerian cinemas, like, and you get into the cinema to watch a movie and be like, how did this movie get here? Because sound is bad, picture is bad, acting is bad. Everything is bad, but it's shown in the cinemas because they need to mark up the numbers. Effectivement, l'idée, c'est d'aller au cinéma certaines fois au Nigeria et de voir des films où tout est mauvais, le son est mauvais, le jeu est mauvais, mais en même temps, ça fait du chiffre. Il y a du monde qui vient voir ce genre de film. So the commercial desecration of the cinemas has been replicated on Netflix that's meant to represent very high quality arty movies. Et donc cette espèce de désacralisation du cinéma, elle a trouvé son pendant dans l'influence de Netflix sur le cinéma. Because at the end of the day, when you're in Nigeria, as a businessman from outside, you're only thinking about the numbers. Parce que le point de vue, à la fin, ce à quoi tout le monde pense, c'est effectivement l'impact commercial. So that's the summary of what's going on, and
there are a lot of young filmmakers who want to put their movies on Netflix, but again, if you don't have the clout, you don't have the name, even if you make the best movie, you don't have the name, you don't have the connection, you can't sit on the table with the distributor, then your movie can never be on Netflix, except perhaps you go to the festivals or a film market, find a sales agent, somebody who's going to represent you. And I think that would even work better for such a young filmmaker because he will get an international deal, which, like Jonathan also pointed out, will be more valuable than a local deal with Netflix Nigeria. Donc effectivement, on peut se dire que Netflix aime beaucoup les jeunes réalisateurs nigérians en particulier, mais au final, effectivement, si ces réalisateurs-là n'ont pas en gros les reins solides et les connexions et des réseaux de distribution représentés, ils vont finir par plus intéresser Netflix. So for a typical producer, it's business as usual. There's nothing to worry about. Donc en fait, pour un producteur de base, finalement, rien n'a changé. But for the real creative guys who are the directors, Mais pour les gens qui font vraiment des films originaux, there's a serious issue because they want to be seen. They know they have a voice, like what Nadia just said now. There's a cadre of filmmakers who are evolving now in Nigeria, and they're pushing all the boundaries. But you only get to find them when you go to festivals. Mais effectivement, l'influence négative de Netflix, c'est que pour des gens qui ont vraiment quelque chose de nouveau à dire, qui vont au-delà un peu des choses habituellement faites, Netflix est plutôt il utilise le terme de killer, tue d'une certaine façon. Voilà. Et donc, d'où l'intérêt d'être présent dans des festivals, d'avoir des réseaux de distribution. But in all fairness, I think even in the last 2 weeks, there are titles that we had forgotten about back home from so many years ago. And they are finding their ways into Netflix now. So, again, that is residual income for the filmmaker who made those movies back then. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a des films qu'on avait complètement oubliés, par exemple, et qui renaissent d'une certaine façon sur Netflix, qui réapparaissent sur Netflix. Des films d'il y a quelques années que tout le monde avait oubliés, finalement, ils ont une deuxième vie sur Netflix. But you guys must pardon my insistence. My actual focus all the time is on the emerging talents. The guys who are there now, the guys who are coming, my focus is always on the people who are coming, because if we focus too much on the people who are in the spotlight right now, when they fade out, there will be a vacuum, and to become like an unhealthy squabble to find the talents that we should be discovering right now. So I believe what Netflix needs to do is to look inward as much as possible and insist on certain things that will mandate for whoever is representing them to be able to present fresh talents beyond the guys who are in the spotlight. Mais l'insistance, l'obsession de Stanley, c'est effectivement de plutôt réfléchir aux jeunes générations, parce que finalement, les cinéastes qui sont actuellement mis en avant par Netflix, à un moment ou à un autre, ils vont sans doute disparaître et il risque d'y avoir une espèce de vide si on ne s'est pas intéressé aux jeunes créateurs d'aujourd'hui. Well, in conclusion, what I see as an immediate way out of that, donc pour sortir de cette impasse d'une certaine façon, it's for anyone who's thinking about things like that to think about making series and not feature films. Of making series, okay. TV series. Donc pour s'en sortir d'une façon, son conseil, c'est de ne pas faire des longs métrages, mais plutôt de travailler dans les séries, dans la série. Because for a series, you develop it and everything. You do your pitch, you show your pitch deck, and it's an original, direct interaction, not based on a track record of having gone to the cinema first. Because once you have to depend on that track record of having gone to the cinemas, you are forced back to the distributors who will naturally say no to you. Parce que sinon, c'est une espèce de cercle vicieux, parce que en gros, si on se lance dans le cinéma, les longs métrages, il faut déjà avoir de toute façon une notoriété pour pouvoir être diffusé, alors que les séries permettent de se lancer un peu vierge de toute expérience. So in conclusion, the actual gold mine for newcomers or new filmmakers who want to actually expand on those platforms would be to think more about series than feature films. Donc effectivement, là où il y a effectivement des carrières possibles à faire pour les jeunes réalisateurs, c'est plutôt que les longs métrages sur les plateformes Netflix en tout cas. La plateforme Netflix, c'est plutôt effectivement d'aller dans le sens de la création de séries. Merci beaucoup Stanley, c'est très intéressant tout ça, ça nous donne notamment
comme chercheurs, moi et John et d'autres qui sont dans la salle de Food for Thought. Et tant qu'on a déjà dépassé notre temps, moi je propose que sur la base de soit vos réactions à ce que Stanley a dit, ou si vous avez un dernier point que vous voulez faire, vous prenez 2-3 minutes pour le faire. Je commencerai par John parce qu'il voulait directement réagir à ce que Stanley a dit. Et puis on revient à Abby et Franck, si ça vous va, pour rebondir soit sur quelque chose qui vous tient à cœur, soit en relation aux différentes choses qui ont été dites. I want to agree with everything that Stanley just said. And I would add that the cinemas, there are so few of them that they operate in an economy of scarcity. And the very few people who control what gets seen in the cinema are really distorting the whole film culture. En fait, je ne peux qu'agréer, enfin, je ne peux qu'être d'accord avec tout ce qu'a dit Stanley. Je voudrais juste ajouter que les cinémas, les salles de cinéma, il y en a tellement peu. Elles opèrent dans une économie de raréfaction et il y a les quelques personnes qui contrôlent en fait le système déforment en fait toute cette culture cinématographique et c'est bien dommage. I have the luxury of not needing to make a living from Nollywood, and I've been following it for so long that I have a perspective, a long historical perspective. J'ai la chance de ne pas avoir à dépendre économiquement parlant de Nollywood et je l'ai étudié depuis si longtemps. For almost 30 years, I've been hearing people complain that Nollywood is controlled by a cabal of people. If you're not one of them, you can't get in. But meanwhile, Nollywood gets bigger and bigger, bigger. Ça fait 30 ans que j'entends les gens se plaindre et dire que Nollywood est contrôlé par une sorte de cabale d'une petite élite. Et malgré tout, Nollywood ne cesse de s'étendre. So the blockage you're talking about is very real, but I think it has to be temporary. Donc ce blocage que vous évoquez, il est bien entendu réel, mais pour moi, il n'est que temporaire. Ça continuera d'évoluer. And there's a structural reason also. The logic of streaming and of satellite broadcasting, they need a tremendous amount of content, and they make profits by aggregating audiences, not having one product for one kind of person. Alors il y a une raison également structurelle, c'est que la logique du streaming et de la diffusion par satellite exige la création de beaucoup de contenus. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils agrègent des publics plutôt qu'ils ne créent du contenu pour des individus. Voilà, des contenus plus spécifiques, hein, plus ciblés. I think, again, that brings us to the point where we have to realize that we have a lot of work to do to push the diversity of contents and ideas and expressions. And the work we are doing at our various, because I've listened to what he's doing, I've listened to what she's doing, and I just feel like I'm sitting with people who I'm working with because it's the same vision, you know, so it means that we have so much more work to do, even more than we think we've done, to project those people who are making those diverse kind of movies that might not have an audience now, but will have an audience in the future. D'où la nécessité, projet qui est partagé par les gens qui sont ici assis, de travailler d'œuvrer pour la diversité, effectivement, du cinéma, qui peut-être pour l'instant ne rencontre pas son public, mais qui le rencontrera un jour dans ce contexte. Allez. Merci. Du coup, c'était justement pour rebondir sur ce que Stanley disait et ramener un peu le rapport aussi entre Netflix et les festivals. C'est que on a
déjà, il y avait plusieurs exemples que, comme Stanley disait, que Netflix au début prenait vraiment des films qui avaient une dimension artistique. Et c'est vrai que pour avoir été en contact avec certaines personnes chez Netflix Africa, quand j'étais à la Berlinale, ils m'avaient demandé spécifiquement si je pouvais scout for him the African film that was in the selection. Et quand je lui ai envoyé, parce que du coup on édite aussi une revue de cinéma panafricaine qui est diffusée 3 fois par an à l'occasion des grands festivals du continent, et je lui avais envoyé la liste de tous les films en sélection, et m'avait dit oh no, but all of these are too artsy. Donc c'était non, genre tous les films sont trop artistiques. Et ma première réaction, c'était c'est des films qui sont en sélection à la Berlinale. What did you expect, en fait? Et la deuxième chose, c'est que aussi, plus récemment, on se rend compte de la stratégie qui est mise en place par Netflix, qui forcément se retrouve à être en contradiction avec celle des festivals. Donc là, on travaille avec Merawi Guerima, qui est le fils de Haile Guerima, qui est un grand réalisateur panafricain aussi. Et donc, le film a été en sélection à Venise. Et c'est une des stratégies de Netflix, c'est d'aller dans les grands festivals, Sundance, Cannes, Venise, et d'acquérir, du coup, les films qui vont se retrouver pas forcément dans le catalogue français, justement parce qu'on a une chronologie des médias qui demande que les films doivent d'abord sortir au cinéma et dans un certain temps, on pourra les retrouver sur différentes plateformes. Mais dans d'autres territoires, Netflix ne respecte pas du tout ça. Donc il acquiert le film et le film se retrouve quelques temps après avoir été en cinéma sur Netflix. Et donc en fait, les festivals, qui pour certains ont besoin, pour attirer les publics, d'offrir quelque chose qui n'a pas été visible en fait. Et donc de jouer sur le fait de voilà, on va vous amener tel film qui a été vu uniquement aux États-Unis, et là vous allez pouvoir le voir, je sais pas, au Cork African Film Festival. Et en fait, non, le film est déjà sur Netflix. Donc du coup, le festival nous dit, nous, on ne peut pas s'engager à payer des frais de location pour prendre le film, alors que le film est sur Netflix, et que globalement, aujourd'hui, je ne suis pas capable d'inventer des chiffres, mais beaucoup de gens ont Netflix. Et donc, en fait, ça vient lancer une pierre dans cette visibilité incroyable qu'offraient les festivals, parce qu'en fait, ils ont une stratégie qui est aussi, je pense, sur le continent, de bloquer d'autres acteurs comme Canal+, TV5, en prenant un peu les mêmes territoires qu'eux. Et donc, en fait, pour des réalisateurs comme Stanley, pour qui l'important, c'est que son film soit vu et ait une réception par un public différent, parce que les personnes qui regardent Netflix ne sont pas non plus les mêmes personnes qui vont au festival et ne cherchent pas les mêmes émotions par les contenus qu'ils cherchent. En fait, ces gens-là, ces films vont en fait simplement se retrouver sur Netflix, rester sur Netflix parmi l'énorme base de données de Netflix, et pourront beaucoup plus difficilement circuler. Il n'y a pas que Netflix qui fait ça, il y a Orange en Afrique de l'Ouest qui fait ça. Le nombre de réalisateurs qui nous ont dit on a vendu notre film Orange et puis on ne sait pas quand est-ce que le film est diffusé, on ne sait même pas si le film a été diffusé. Par contre, ils ont les droits pendant X temps, et donc en fait, il ne se passe plus rien. Donc du coup, je pense que on comprend très bien l'intérêt d'être sur Netflix, parce que c'est connu dans le monde entier. Mais du coup, ce que je dirais aux jeunes réalisateurs, c'est effectivement de quand même, je pense, privilégier Netflix pour la fin, et d'offrir à son film, dans la mesure du possible, une sélection au festival, parce que le truc que Netflix n'aura peut-être pas forcément, c'est qu'en festival, le réalisateur pourra venir s'il est là, il pourra rencontrer son public, il pourra amener un éclairage différent, et puis c'est des territoires auxquels on ne pense pas. Nous, on ne pensait pas que Zombie de Balogie allait voyager jusqu'en Corée, en Japon, au Thaïlande, c'est des territoires auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Et donc du coup, voilà, c'est le mot de la fin pour moi. Merci. Oui, malheureusement le temps est déjà imparti. Je pense qu'il faut faire il y a la réflexion artistique qui se pose beaucoup, mais sans tenir compte du contexte économique. C'est-à-dire qu'il y a un cinéma élitiste et populiste. Élitiste, c'est Stanley, c'est moi, c'est tout le monde ici, qui pense qu'il faut avoir une création qui puisse permettre de avoir un certain point de vue vraiment artistique. Maintenant, il y a le cinéma populiste, Nigerian movie. C'est-à-dire que comment je fais pour mettre ma mamie au feu le soir, comme on dit, comment je fais pour payer mes factures. Et ça, c'est le cinéma populiste. Et c'est ce qui se développe encore un peu plus, c'est ce que Netflix est en train de vouloir mettre sur pied, en se disant que les films qu'ils prennent pour diffuser sur la plateforme, c'est pour avoir un nombre important d'achats. C'est pour avoir un nombre important
de retour financier dans les dépenses qu'ils font. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Et tant que ce pouvoir économique ne sera vraiment pas mis sur la table, sur la réflexion de comment est-ce que les producteurs locaux peuvent faire des films sans avoir à demander des financements toujours sur l'étranger, on va toujours tourner en rond. C'est-à-dire que ce sera vraiment le combat existentiel du cinéma même, le combat existentiel du cinéma même, de comment est-ce qu'on peut avoir notre indépendance actuelle dans la création que nous faisons. C'est-à-dire que moi, je fais un court-métrage au Cameroun qui me coûte 2 millions de francs CFA. Ça me coûte dans les 3 000 euros. Mais c'est parce que j'ai une puissance économique qui me permet de ne pas être totalement dépendant des bailleurs de fonds et qui me permet de pouvoir rester dans cette créativité-là. Tandis que le jeune qui commence, il vous dira tout de suite qu'il n'a pas le temps de vous réfléchir sur faire un cinéma élitiste de création. Il va rester dans le populisme pour pouvoir vendre son film et en tant que tel, quoi. Et donc, d'où la difficulté que nous avons de vouloir prendre le Nigeria comme comparaison sur le cinéma africain à l'heure actuelle, parce que c'est comme si on parlait de Hollywood et de Bollywood. Par exemple, Hollywood aujourd'hui est passé au cinéma créatif parce qu'ils n'ont plus cette indépendance, ils ont cette indépendance économique, tandis que Bollywood, pour lui, c'est le cinéma populiste, même si on sait qu'au niveau du nombre de sorties des films, ils sont au-dessus du monde. Voilà mon point de vue sur le sujet. Merci beaucoup, Franck. Ça réouvre en fait sous plein de trucs intéressants. Je crois, Dana, que malheureusement on doit terminer, mais on peut continuer la discussion informellement entre nous et puis aussi ce soir, ensuite à la projection. On aura encore des occasions d'échange, notamment avec Stan Lee et Abba Makam, le réalisateur du film qui sera projeté ce soir, qui nous permettront justement aussi de rentrer dans cet espace complexe d'articulation entre des films qui essaient d'être plus artistiques et leur distribution aussi commerciale. The Lost Okoroshi a été effectivement racheté par Netflix, donc ça nous ouvre, en fait, ça nous permet aussi de réaborder cette question à travers l'expérience d'Abba ce soir. Je vais vraiment vous remercier beaucoup parce que j'ai trouvé ça très riche, très intéressant. On aura en tout cas une partie de tout ça qui a été enregistrée, disponible plus tard sur nos réseaux. Et donc voilà, je vous renvoie j'espère de vous revoir ce soir à 19h30 à l'Inox pour la projection de The Lost Okoroshi.